Bonjour à tous, merci beaucoup, merci d'avoir bravé des températures caniculaires pour venir jusqu'à nous et écouter cette présentation, cette introduction autour de l'exposition Berthe Morisot. Le propos de ma conférence aujourd'hui est vraiment de revenir sur les enjeux de cette exposition, la façon dont elle s'est construite et en particulier sur la question du féminin, de la féminité qui a été si présent au cœur de la réception de l'œuvre de Berthe Morisot et de sa personnalité artistique. Donc de même que l'exposition invite le visiteur, je l'espère, à pénétrer dans la fabrique des tableaux, aujourd'hui on va aller un petit peu dans la fabrique de cette exposition. Ça me semblait important puisque cette exposition est une première pour le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay a ouvert ses portes en 1986. Nous abritons, comme vous le savez, la plus riche collection impressionniste au monde, celle qui permet véritablement de retracer le parcours de ce mouvement essentiel de ses origines à la fin des années 1860 jusqu'à son épanouissement à la fin du 19e siècle. Et au musée d'Orsay, c'est donc la première fois depuis que nous ouvrons nos portes qu'une exposition est consacrée à Berthe Morisot, figure pourtant centrale du mouvement, puisque Berthe Morisot, née en 1841, morte en 1895, a fait partie de ce groupe des fondateurs, si je puis dire, c'est-à-dire de ce noyau d'artistes qui a décidé de se réunir en 1874, de faire sécession avec les circuits officielle, avec le salon en particulier, donc exposition annuelle qui était très importante et contrôlée par un jury qui s'est montré sévère à l'égard des futurs impressionnistes. Et donc Berthe Morisot a été la seule femme à faire partie de cette première exposition qualifié plus tard, baptisé plus tard d'impressionniste, terme qui est, comme vous le savez, un colibé, enfin une critique adressée à ce mouvement. Donc Berthe Morisot n'avait pas été montrée au musée d'Orsay, n'avait pas été montrée, enfin je veux dire, sous une forme monographique. Elle n'avait pas été montrée dans un musée national en fait depuis 1941, date à laquelle l'Orangerie avait organisé un hommage dans la suite des hommages consacrés aux impressionnistes à la faveur du centenaire, du 100e anniversaire de leur naissance. J'avais eu la chance en fait de rencontrer Berthe Morisot il y a quelques années, alors que j'avais préparé une exposition au musée des Beaux-Arts de Lille en 2002 à la Fondation Pierre Gianada la même année. Et cette exposition avait été la première en France depuis 1961. Et un article avait signalé d'ailleurs cette irrésistible ascension de Berthe Morisot. C'est contemporain également, cette exposition était contemporaine de la biographie qu'avait publié Dominique Bonnat, qui est devenu un véritable succès de librairie. Donc on peut dire que voilà, Berthe Morisot revient au centre de nos attentions de façon progressive depuis quelques années, mais qu'elle n'a toujours pas la place qu'elle mérite, il me semble, et c'est un peu le propos, enfin c'est le but de l'exposition. Donc pourquoi cette situation, pourquoi Berthe Morisot a-t-elle été moins présente à la fois dans les histoires de l'impressionnisme, à la fois dans les politiques d'exposition des grands musées. Plusieurs raisons. Et donc en introduction, je parlerai peut-être, j'aimerais commencer par la question de la localisation des œuvres et de l'importance des collections particulières pour connaître l'œuvre de Berthe Morisot. Donc c'est ce qui fait aussi l'intérêt et la justification d'une exposition temporaire, d'autant plus donc dans le cadre de Berthe Morisot qu'elle permet de présenter au public des œuvres qui ne sont pas accessibles en temps normal. Nous avons 73 huiles sur toile dans l'exposition dans sa version au musée d'Orsay, et la proportion d'œuvres provenant de collections particulières est de 40% d'œuvres importantes. Donc c'est vraiment une proportion tout à fait inhabituelle quand on s'intéresse à des artistes de ce calibre, si je puis dire, et quand on veut réunir le meilleur de la production d'un artiste. En tout cas, moi, dans mon expérience professionnelle, c'est une situation qui est assez unique et assez inédite. Cette faible représentation dans les musées, elle s'explique, elle a différentes origines, mais
elle avait été, enfin, je veux dire, les musées n'ont pas suivi le mouvement qui avait été enclenché par la famille de Berthe Morisot, et en particulier par sa fille unique, qui est née en 1878, Julie Manet, que vous voyez ici en photo en 1894, qui se marie avec Ernest Roy en 1900, comme vous le voyez sur l'image de droite, à ma droite, vous aussi, oui c'est ça, sur l'image de droite. Et Julie et son mari Ernest vont avoir à cœur précisément de faire entrer l'œuvre de Berthe Morisot dans les musées avec cette conviction très ancrée et très profonde que la reconnaissance et la légitimation d'une artiste passe par son entrée dans les collections publiques et l'accessibilité et par la volonté de rendre ces œuvres accessibles. Une autre image de Julie, plus tard, dans l'appartement de l'immeuble qu'avait fait construire Berthe Morisot en 1883-1884, aujourd'hui la rue Paul Valéry, puisque une nièce de Berthe Morisot a épousé Paul Valéry, qui s'est installé à l'un des étages de cette maison, et la rue de Villejuste a été rebaptisée ensuite rue Paul Valéry, puisque donc le grand poète le grand écrivain y avait vécu. Et donc vous voyez l'intérieur de Julie Manet, vous voyez des œuvres de Manet, de Julie Roy, vous voyez en particulier une œuvre de Manet qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, mais à l'arrière-plan de l'image de gauche, derrière Julie, c'est une œuvre de Berthe Morisot qui est dans l'exposition, et au-dessus également une autre œuvre de Berthe Morisot, le cerisier, qui est conservé au musée Marmottan maintenant, et j'y reviendrai dans quelques instants. Donc Julie Manet et Ernest Roy et son époux Ernest Roy vont avoir à cœur au début du XXe siècle, donc au moment de reconnaissance de l'impressionnisme, au moment où commencent à être publiées des histoires complètes du mouvement, au moment où finalement l'impressionnisme entre dans l'histoire, dans le grand récit de l'histoire de l'art français. Julie et Ernest vont donner un certain nombre d'œuvres à des musées de région entre 1905 et 1907. Je vous montre ici les œuvres qui ont rejoint les musées à ce moment-là. Les efforts de Julie Manet seront suivis d'autres donations, et en particulier, toujours donc provenant de la famille, un ensemble d'œuvres, donc 36 tableaux, une cinquantaine de dessins et de pastels de Berthe Morisot rejoignent le musée Marmottan à partir de 1993, et donc le musée Marmottan est devenu depuis une collection de référence. Mais en dépit de cette générosité, donc l'œuvre de Berthe Morisot reste pour une grande part en main privée. Les musées nationaux français n'ont réalisé que deux achats d'œuvres de Berthe Morisot. Celui-ci, Jeune femme en toilette de bal, qui est présenté dans l'exposition, qui est aujourd'hui un des fleurons de la collection impressionniste du musée d'Orsay. Cette œuvre a été achetée en 1894 aux enchères, dans des circonstances assez particulières, puisque 1894, c'est aussi la date à partir de laquelle commence ce qu'on appelle l'affaire Caillebotte. Donc Gustave Caillebotte, grand peintre de l'impressionnisme également, meurt et lègue aux musées nationaux sa collection de tableaux impressionnistes, d'œuvres de Renoir, de Cézanne, de Manet, de Degas, de Sisley et de Pissarro. Un artiste manque dans cette liste, c'est Berthe Morisot. Berthe Morisot est admirée par les autres artistes impressionnistes. Son œuvre est également jugée très importante par son proche ami, le poète Stéphane Mallarmé. Et donc, l'administration des Beaux-Arts est alertée par ce réseau bienveillant d'amis, et en particulier par Stéphane Mallarmé, sur le fait qu'il n'y a pas d'œuvre de Berthe Morisot dans le legs Caillebotte. Et c'est à ce moment-là que l'État décide de se porter acquéreur de ce tableau, Jeune femme en toilette de bal, pour que la présentation d'impressionnisme dans les futures salles du musée du Luxembourg, la présentation du legs Caillebotte sera effective à partir de février 1897, donc pour que cette présentation comprenne une œuvre de Berthe Morisot. Et ensuite, donc, l'État achètera en 1930 l'une des icônes
ce qui est devenu l'une des œuvres les plus célèbres de Berthe Morisot, Le Berceau, que vous retrouvez, donc qui fait partie des collections du musée d'Orsay, et que vous retrouvez dans l'exposition. Et ce tableau, d'ailleurs, va revenir au fil de ma conférence sous des éclairages différents pour cerner justement cette question de la réception de l'œuvre de Berthe Morisot et des enjeux qui sous-tendent notre exposition. Donc l'une des raisons factuelles en fait de cette moindre reconnaissance de Berthe Morisot, de cette notoriété qui n'est pas tout à fait celle de Monet et de Renoir, tient donc à mon sens à cette question de la visibilité, de l'accessibilité de ces œuvres. Une autre raison qui a été pointée et qui a dominé en partie l'accueil de l'exposition aux États-Unis, c'est la question effectivement du genre, la question de la femme artiste et du fait assez frappant, hein, donc il ne s'agit pas d'entrer dans une logique de victimisation, mais de constater que dans la critique comme dans l'éloge, le fait que Berthe Morisot soit une artiste femme a toujours été souligné et n'a pas toujours contribué à lui donner la place qu'elle mérite à mon sens, et je vais y revenir, ça va constituer l'essentiel de mon propos aujourd'hui. Donc je disais que l'accueil de l'exposition aux États-Unis avait été focalisé en partie sur cette question donc des femmes artistes, et puis également en transition avec ce que je disais précédemment sur les collections particulières, la presse américaine, beaucoup plus que la presse française, a souligné l'effet découverte de l'artiste. Berthe Morisot était encore moins connue, était très peu connue finalement aux États-Unis, alors que c'est un pays où les historiens de l'art, les historiennes de l'art en particulier, j'y reviendrai, se sont beaucoup intéressés à son œuvre et ont contribué au regain des études sur Berthe Morisot à partir des années 1970-1980. Mais là, on voit bien une béance entre le champ académique, le champ des études spécialisées, et puis la diffusion de ce savoir et de ces visions nouvelles auprès d'un plus large public, et en particulier auprès d'une presse plus large. Donc quand l'exposition, donc j'avais conçu l'exposition à partir de 2015 pour le musée de Québec. Initialement, c'était l'ancienne directrice du musée de Québec, Lynn Ouellette, qui était venue me trouver parce que au Canada, il n'y a aucune œuvre de Berthe Morisot dans un musée, et il n'y avait jamais eu d'exposition monographique sur Berthe Morisot. Donc on a lancé le projet toujours avec cette idée de combler un manque, et ensuite des institutions américaines se sont intéressées au projet. Donc l'exposition a été présentée à la Fondation Barnes à Philadelphie, où j'étais en poste à ce moment-là, et puis au musée de Dallas. Elle était au musée de Dallas le mois dernier, et l'exposition a rencontré un intérêt certain, un grand intérêt de la part de la presse et du public. Quand le projet a été annoncé pour la Fondation Barnes, une polémique est née, et je vous ai mis sur l'écran des éléments de cette polémique qui ont été relayés par le grand journal de Philadelphie, le Philadelphia Inquirer, et le sous-titre de l'exposition aux États-Unis était Woman Impressionist, donc une femme impressionniste, et la polémique a porté sur l'emploi de ce terme woman, qui en fait était justifié de façon très pragmatique par les services de marketing et de communication des musées américains concernés, par le fait que personne ne sait aux États-Unis que Berthe est un prénom féminin. Donc c'était de façon tout à fait concrète pour signaler aux personnes qu'il s'agissait, donc pour faire comprendre qu'il s'agissait d'une femme artiste. Et pourquoi, me direz-vous, signaler qu'il s'agissait d'une femme artiste? Parce que, qu'on le veuille ou non, Berthe Morisot, être une femme artiste à la fin du 19e siècle, et Berthe Morisot en a été tout à fait consciente, on y reviendra, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'être un homme artiste. Donc le propos de l'exposition, et ça va vraiment, j'espère ne pas trop me répéter, mais c'est vraiment le fil conducteur aussi de cette exposition, ça n'est pas de mettre en avant une nature féminine essentialisée, enfin par essence, par identité naturelle, si je puis dire, de la peinture de Berthe Morisot, comme ça a été beaucoup fait par la critique, mais c'est tout de même d'examiner son œuvre
en ayant pleinement conscience du fait que opérer, agir, mener une carrière en tant que femme à la fin du XIXe siècle, ça n'est pas tout à fait équivalent à la façon à mener une carrière quand on est un artiste homme. On a des obstacles à franchir qui sont un petit peu différents. Et Berthe Morisot, comme premier obstacle, je dirais, et ce presque à titre de son vivant et ensuite à titre posthume, comme premier obstacle de façon provocatrice, je dirais qu'elle a peut-être eu à franchir cette amitié, cette proximité étroite qu'elle a eue très tôt avec Édouard Manet et qui a probablement obscurci son rôle ensuite dans l'histoire de l'impressionnisme. Donc Berthe Morisot est née en 1841, elle a grandi à Paris dans un milieu privilégié de la grande bourgeoisie parisienne. Son père avait été préfet et ensuite est devenu conseiller à la Cour des comptes. Il avait été formé comme architecte à l'origine, donc elle grandit dans un milieu à la fois très bourgeois, mais avec une grande ouverture d'esprit. Et lorsqu'elle affirme sa vocation d'artiste dans les années 1800, au fil des années 1860, elle est soutenue, elle est encouragée par ses parents qui ne font pas obstacle à son désir de peindre et de s'affirmer comme une artiste à part entière. Donc ça, c'est un aspect important. Et c'est dans ce contexte-là que vont se développer au départ ses relations avec Édouard Manet, qu'elle rencontre autour de 1868-1869, on ne connaît pas la date exacte, au musée du Louvre, par l'intermédiaire de Henri Fantin-Latour. Et Berthe Morisot va immédiatement, Berthe Morisot connaît l'œuvre de Manet, qui est de 10 ans son aîné, qui est un peintre qui jouit d'une réputation, ou qui souffre, je ne sais pas, d'une réputation de scandale, après le déjeuner sur l'herbe, après Olympia. Donc c'est un peintre très connu. Elle, c'est une artiste qui a commencé à exposer au Salon en 1864, mais qui n'a évidemment pas la notoriété de Manet et qui n'a pas l'assurance aussi à ce moment-là d'Édouard Manet. S'ensuit de cette rencontre va déboucher sur une grande complicité artistique faite d'admiration réciproque, je vais y revenir, et qui débouche sur une série de portraits, 11 portraits, qui commencent avec le balcon, qui se poursuit tout au long des années 1860 jusqu'au dernier portrait qui date de 1874. Je vous montre ici par exemple le repos de 1870 qui est présenté au salon de 1873, et ce très beau portrait de Berthe Morisot étendu qui a fait partie donc du legs dont le musée Marmottan a bénéficié et qu'on retrouve sous forme d'image dans l'image, de tableau dans le tableau, dans certaines des œuvres de Berthe Morisot qui sont dans l'exposition en ce moment au musée d'Orsay. Donc il est sans doute plus facile pour l'histoire de l'art de considérer quelqu'un comme Berthe Morisot comme une muse, comme un modèle, plus que comme une artiste. Et donc à la fois cet ensemble de portraits absolument fascinant, absolument unique dans l'œuvre de Manet, on en sent vraiment un artiste Manet magnétisé, je veux dire complètement subjugué par son modèle, et ce rôle de modèle, la place qu'elle a tenue dans ce groupe de portraits a très certainement obscurci sa contribution comme peintre, d'autant que, comme il a été souvent souligné, Manet n'a jamais représenté Berthe Morisot comme une artiste, il ne l'a jamais représentée au travail, il s'est plutôt attardé sur sa beauté ou sur le magnétisme de son regard en particulier, sur son côté femme fatale, comme elle le disait elle-même. Mais c'est vrai que son rôle comme artiste a probablement n'a pas été mis en valeur à travers la série de ses portraits. À moins de considérer, ce qui est plutôt mon point de vue, que ces portraits
tout à fait, pour certains, tout à fait novateur et tout à fait en rupture avec les usages du portrait féminin, n'ont été possibles que sur la base d'un dialogue entre deux artistes et d'une compréhension, d'une co-construction, si je puis dire, du portrait qui suppose en fait une adhésion totale du modèle au projet artistique du portraitiste. Et c'est bien ce qui est à l'œuvre dans l'ensemble de ces portraits, où l'on voit vraiment Berthe Morisot se prêter à ce jeu de pose de façon tout à fait libre, qui contrevient, par exemple, nous on en a moins le sentiment aujourd'hui, mais le portrait que vous voyez, Le Repos, lorsqu'il est présenté au Salon de 1873, est jugé par une partie de la critique comme étant inconvenant, puisqu'elle est assise de façon très relâchée sur ce canapé, et elle n'a pas, si vous voulez, la gravitas et la tenue que l'on attend d'une jeune fille de bonne famille. Le tableau est interprété aussi comme le portrait d'une femme laide, d'une femme neurasthénique. Critiques qui peuvent nous surprendre aujourd'hui, mais qui permettent peut-être de mieux comprendre le pacte, si je puis dire, sur lequel a reposé cette série de portraits. Et cette relation Manet-Morisot, fascinante et déterminante pour l'artiste, a souvent aussi été réduite donc, à ce jeu de muse et de portraitiste, de muse passive et de portraitiste du côté d'Édouard Manet, mais elle a également été souvent réduite quand le dialogue artistique, quand les œuvres ont été prises en compte, à un jeu d'influence en sens unique, c'est-à-dire donc Berthe Morisot sous l'influence de Manet. Donc là encore, sans doute faut-il corriger le tir et nuancer le constat. Les deux artistes ont beaucoup regardé mutuellement leurs œuvres. Et c'est bien normal, ils appartenaient au même cercle dès la fin des années 1860. Ils se fréquentent énormément dans la famille de dans le salon des parents de Berthe Morisot et dans le salon des parents Manet. C'est en ce sens que le milieu auquel appartient Berthe Morisot a pu favoriser l'éclosion de sa carrière et de sa personnalité artistique, puisqu'il lui a permis de faire partie de cette conversation, si je puis dire, qui naît avec Manet, avec Carolus Durand, avec Degas, avec Fantin-Latour, avec Whistler, avec tout ce groupe d'artistes qui, pour certains, deviendront impressionnistes, mais qui, dès la fin des années 1860, veulent renouveler la peinture de leur temps, en particulier par la représentation de la vie moderne. On y reviendra. Donc, pour montrer de façon très rapide pour donner juste un exemple de ces échanges artistiques qui ne sont pas uniquement de Manet en direction d'Édouard Manet en direction de Berthe Morisot, je voulais juste vous montrer une œuvre que vous pouvez admirer dans l'exposition. Donc cette femme, ce tableau représentant une femme qui est une des sœurs aînées de Berthe Morisot, qui s'appelle Yves, encore un prénom qui déjoue les attentes. Et donc l'une de ses filles, elles sont sur un balcon qui est le balcon de la maison familiale rue Franklin, donc sur les hauteurs du Trocadéro. Donc c'est une scène urbaine assez rare dans l'œuvre de Berthe Morisot. C'est un tableau qu'elle aimait beaucoup, mais qui l'agaçait aussi parce qu'elle lui trouvait un côté Manet. Vous voyez que cette œuvre date de 1871-1872, et quelques mois après, à peu près au même moment, on voit Édouard Manet s'intéresser à des sujets comparables. Ce tableau est postérieur à celui de Berthe Morisot, et vous retrouvez ce dispositif de la femme et de l'enfant qui regarde le spectacle de la ville, ici le spectacle des trains, à travers un grillage. Le motif... la façon dont sont habillées les petites filles est assez proche, mais ça c'est plus anecdotique, mais cette volonté comme ça de situer ce couple femme-enfant dans un environnement urbain avec un dispositif de composition qui n'est pas tout à fait éloigné, vous montre donc qu'il y a vraiment des échanges à double sens dans toutes les directions entre les deux artistes et avec d'autres artistes. Donc c'est un peu
c'est un peu ça fait partie des raisons, à mon avis, qui expliquent cet effacement progressif de Berthe Morisot au cours du XXe siècle dans les histoires de l'impressionnisme, dans l'histoire de l'art de la fin du XIXe siècle de façon plus générale. Mais pour cerner un petit peu plus cette question de la réception et donc ce que l'on souhaite corriger ou enrichir ou rectifier ou nuancer à la faveur de cette exposition, c'est bien le regard qui a été porté par sur Berthe Morisot, qu'il soit critique ou qu'il soit élogieux. Et je reviendrai aux origines un petit peu de cette réception avec deux grandes figures qui ont, à leur début pour Camille Maupclair et tout au long de sa carrière pour Gustave Geffroy, soutenu l'impressionnisme ou défendu certains de ses représentants. Et vous voyez donc Gustave Geffroy, très, très grand critique, ami de Cézanne, de Monet, définir la peinture de Berthe Morisot, qu'il connaissait Berthe Morisot, il l'admirait profondément, comme une peinture féminine. Et Camille Maupclair, résumant finalement l'impressionnisme à un art si féminin qu'une femme admirable, Madame Berthe Morisot, pourrait par son œuvre seule en résumer l'effort. Et pourtant, ça n'est pas ce qui s'est passé. Puisque même si l'impressionnisme se féminise en quelque sorte au sens de sa compréhension, pas au sens du nombre d'artistes représentés au sein du mouvement, cette féminisation ne se solde pas par une place plus grande accordée à Berthe Morisot. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette question du féminin, de l'art féminin et de la peinture féminine. Et le but de l'exposition est véritablement d'inviter les visiteurs alors pour certains à découvrir Berthe Morisot et pour d'autres, puisque en France elle est quand même mieux connue qu'aux États-Unis, pour d'autres à peut-être s'interroger sur ces modalités du regard et ces modalités du féminin. Et pour ce faire, je me suis beaucoup appuyée sur les textes et sur les approches d'une très grande historienne de l'art américaine qui a disparu au cours de la préparation de l'exposition, qui devait participer sous forme d'interview à notre catalogue, qui s'appelle Linda Nochlin. Donc vous voyez ici un portrait, donc j'ai à dessein choisi un portrait d'elle avec sa fille sur un canapé, par une grande artiste, Alice Neel, une grande artiste américaine. Et donc Linda Nochlin a fait partie, a été pionnière et elle a redonné toute sa place à Berthe Morisot et elle a mis en avant elle a défendu cette idée qui est valable pour, à mon avis, tous les grands artistes, cette idée d'une ambiguïté stimulante à l'œuvre dans les œuvres de Berthe Morisot. Et c'est vrai que l'œuvre de Berthe Morisot a souvent été comprise comme une peinture du bonheur, une peinture univoque, une peinture du quotidien. Et le but de l'exposition, c'est d'en montrer la richesse, c'est d'en montrer la polysémie et c'est d'en montrer l'ambiguïté qui me semble propre, qui me semble caractériser toutes les grandes œuvres. Et donc on ajoute une couche de sens, si je puis dire, on fait découvrir de nouvelles œuvres aussi au fil de cette exposition et les générations futures et d'autres historiens, d'autres conservateurs, d'autres regardeurs, d'autres visiteurs y ajouteront leur propre signification. Donc peut-être un exemple de ces ambiguïtés stimulantes et de qui permettent de remettre un petit peu, de nuancer et de remettre en question cette idée d'un art féminin qui souvent repose sur des clichés qui ne se vérifient pas forcément à l'épreuve de l'examen des œuvres. Je vais commencer tout bêtement par les sujets. Il est souvent écrit, souvent dit, souvent entendu que Berthe Morisot est une peintre qui s'intéresse à des sujets féminins et en particulier à cette question de la maternité. Et à l'examen des œuvres, ce qui me semble intéressant de constater, c'est une certaine ambivalence et une complexité dans le regard qu'elle porte sur la maternité. Je vais prendre comme exemple l'exemple du regard de la façon dont elle a peint sa sœur, Edma,
Edma Morisot, qui ensuite devient Edma Pontillon à partir de son mariage avec Adolphe Pontillon en 1869. Edma avait commencé la peinture comme Berthe Morisot au début des années 1860, et comme sa sœur Berthe Morisot, elle avait décidé de franchir un cap, c'est-à-dire de pratiquer la peinture en professionnel. Donc elle exposait au salon, elle avait une existence publique en tant qu'artiste, et le mariage d'Edma Pontillon en 1869 met un terme à cette carrière. Donc Edma va continuer à pratiquer la peinture comme il était de bon ton de le faire et comme il était tout à fait acceptable de le faire dans le milieu qui était le sien, c'est-à-dire en amateur, dans une sphère privée et dans une sphère familiale, choix auquel ne se résoudra jamais Berthe Morisot, qui fera de cette idée que la peinture est une vocation et le centre de sa vie est un travail à part entière, la ligne directrice de sa carrière et de son existence. Donc, portrait croisé. Dans l'exposition, nous montrons donc le seul tableau qui ne soit pas de Berthe Morisot, qui est un tableau d'Edma, qui montre Berthe Morisot au travail en 1865, avec une certaine détermination dans le regard. Donc portrait croisé, ici un portrait d'Edma par Berthe Morisot. Après son mariage, Edma déménage à Lorient, et on a une riche correspondance entre les deux sœurs qui nous montre qui prouve, si je puis dire, ou qui accompagne ce que nous montre, à mon sens, ce tableau, c'est-à-dire une certaine forme d'ennui, une certaine forme de mélancolie. Et ce dont il va être question entre les deux sœurs à ce moment-là, entre la fin des années 60 et le début des années 1870, c'est vraiment cette idée, cette difficulté pour une femme artiste de l'époque de concilier à la fois la maternité, une vie familiale et une carrière d'artiste professionnelle. Et dans ce sentiment de mélancolie, dans cette expression rêveuse, dans ses mains, dans ce désœuvrement que nous montre Berthe Morisot à travers ce portrait d'Edma. Moi, j'y vois l'écho de ces débats auxquels les deux sœurs se confrontent autour de cette question de la maternité et de la difficile conciliation. Donc, à ce moment-là, la situation, c'est que Berthe Morisot, elle, refuse tous les partis que lui propose sa famille, puisque l'enjeu pour Berthe Morisot, ça va être de vouloir se marier, de réussir à se marier et à être mère, tout en continuant à être peintre. Ce qui explique son mariage tardif. Elle se marie en 1874, donc elle a dépassé largement la trentaine, ce qui à l'époque est vraiment tard pour se marier. Et elle se marie avec Eugène Manet, un des frères d'Édouard Manet, et c'est un choix qui lui permet de précisément poursuivre sa carrière de peintre. Elle continuera à signer sous son nom de jeune fille, Berthe Morisot, et Eugène Manet, lui, restera un praticien, un artiste amateur, tandis qu'il accompagnera la carrière de sa femme, en particulier en prenant soin parfois de l'intendance quand celle-ci est en déplacement pour organiser ses expositions ou l'envoi de ses œuvres à des expositions. Donc, Le berceau est un autre portrait d'Edma Pontillon lors d'une de ses visites à Paris. Le tableau date de 1872 et c'est donc une des images de la maternité, une des plus célèbres images de la maternité à laquelle l'œuvre de Berthe Morisot est souvent identifiée. Et donc là encore, évidemment, le tableau nous charme toujours et nous séduit toujours ici par sa délicatesse, en particulier tous ces jeux de transparence, tous ces voiles en quelque sorte protecteurs qui protègent à la fois, qui garantissent un sentiment d'intimité et puis qui enveloppent, qui forment un cocon protecteur autour à la fois de la mère et évidemment du bébé. On a l'expression pleine de sollicitude, le regard d'Edma penché sur son enfant, sur sa petite fille qui dort, jeu de proximité entre la mère et l'enfant qui est renforcé par le geste qui se répète de la main sur la joue. Mais
il émane également, il se dégage également de ce tableau, il me semble, un sentiment de mélancolie. Et la pose d'Edma sur ce tableau renvoie, et Berthe Morisot ne pouvait pas ne pas le savoir, renvoie à cette pose, à cette attitude de la mélancolie tout à fait, qui a été fixée dès le début du XVIe siècle par Dürer à travers cette gravure très connue tout au long de la période, jusqu'au XIXe siècle, à travers cette gravure Mélancolia, et qui est reprise, qui devient, comme l'avait montré l'exposition de Jean Clair au Grand Palais il y a quelques années, qui devient donc une figure qui traverse l'ensemble de l'histoire des arts. Et donc Berthe Morisot, à dessein, fait référence à cette attitude de la mélancolie bien connue, et cette idée même de proximité avec l'enfant est un petit peu contrarié par le motif du voile et du ruban rose qui trace une diagonale dans la composition et qui sépare également la mère de l'enfant. Et si vous comparez avec une autre image de la maternité qui est ici peinte par Eugène Carrière, qu'on avait surnommé d'ailleurs le peintre de la maternité en 1885, vous voyez, avec un geste qui rappelle celui du bébé dans le tableau de Berthe Morisot, vous voyez au contraire que Eugène Carrière insiste sur la fusion, sur la protection de la mère passe par la fusion, par la proximité physique entre la mère et l'enfant. Donc cette idée que Berthe Morisot est par nature et par essence, et parce qu'elle est une femme, une peintre qui exalte la maternité et qui se cantonne, si je puis dire, à des sujets domestiques, est quand même à remettre largement en perspective. Et je compléterai en soulignant que le tableau Le Berceau a figuré à la première exposition impressionniste de 1874, donc c'est un choix de Berthe Morisot elle-même, et il était accroché juste à côté de ce tableau de Cézanne, une moderne Olympia. Donc vous comprenez aussi, vous voyez aussi que ce berceau, cette image, cette œuvre que l'on réduit parfois à une image un petit peu idéalisée de la maternité, prenait aussi un sens assez différent dans le contexte de la première exposition impressionniste qui était le sien. L'un des professeurs de Berthe Morisot parlera de catastrophe en évoquant la vocation artistique de Berthe Morisot qui s'exprime. Il souligne auprès de la mère de Berthe Morisot, il lui demande si elle est vraiment sûre de vouloir encourager ses filles dans cette voie de la peinture. Et vous voyez que ça aboutit donc à cette juxtaposition entre à la fois une scène de maternité et d'un autre côté, ce qui est une scène de bordel avec un homme présenté qui regarde donc cette jeune femme qui est dévoilée par la servante, donc l'usage du blanc et du voile jouant ici un rôle tout à fait différent de celui qu'il jouait dans le tableau de Berthe Morisot. Maternité dominante dans l'œuvre de Berthe Morisot, est-ce bien sûr, et c'est l'un des axes aussi de l'exposition, c'est de nous interroger sur ce que Berthe Morisot nous donne à voir. Elle nous donne à voir effectivement lorsqu'elle représente ses sœurs, et j'ai montré quelques exemples, donc qu'il s'agisse de Yves ou de Edma. Elle nous donne à voir, et c'est très présent dans les premières salles de l'exposition, des mères avec leurs enfants. Mais quand il s'agit de sa propre fille, Julie, qui naît en 1878, qui sera fille unique, qui est, comme le dit très joliment et très justement, je pense, évidemment, Dominique Bonnat, l'amour de sa vie, le grand amour de sa vie, lorsqu'elle peint Julie, qui va grandir sous les pinceaux de Berthe Morisot, comme les trois fils Renoir, par exemple, donc ça n'est pas forcément aussi une spécificité féminine, elle représente Julie, non pas avec elle, on a très peu d'autoportraits de Berthe Morisot avec sa fille, mais avec des jeunes femmes qui ne sont pas des mères, qui sont des nourrices, qui sont des jeunes femmes au service de la famille, et par un effet de miroir qui avait été déjà souligné dans un article retentissant par Linda Nöckling que j'ai évoqué précédemment. On a donc bien ici l'image, la représentation d'une femme au travail par une femme au travail qui est en train de faire son travail de peintre. Donc vous voyez que ça enrichit et ça change un petit peu la perspective, ça nous éloigne de cette question
de cette question d'une représentation univoque et presque naturelle de la maternité. Et je finirai cette question de la représentation de la maternité en répondant et en parlant de paternité, puisque nous avons un ensemble d'œuvres, nous en présentons 3, Berthe Morisot en a peint 5, plus ou moins aboutis, des tableaux qui, au début des années 1880 jusqu'au milieu des années 1880, inversent en fait la perspective de façon assez inédite dans l'histoire de la peinture, puisque on a ici une mère qui représente son mari, donc Eugène Manet, que vous voyez ici de profil, en train de s'occuper, en train de jouer ou de regarder jouer sa fille Julie. Donc une inversion des rôles très, très poétique, très émouvante aussi, qui nous montre à nouveau donc, un homme, enfin qui nous montre pour une des premières fois dans cette configuration, donc un homme en train de materner, si je puis dire en quelque sorte, auquel est dévolu le rôle traditionnellement assigné aux femmes, donc le soin apporté aux enfants, et de l'autre côté du chevalet, donc une femme qui travaille, qui peint, qui fait son métier d'artiste. Donc plusieurs tableaux, comme je l'ai dit, sont consacrés à ce sujet. Celui-ci est conservé au musée Marmottan, c'est un grand format, certainement l'un des plus aboutis. Un autre est en collection particulière, il est également dans l'exposition. Vous voyez ici Julie en train de près d'une petite point d'eau avec un bateau rouge qui apporte une touche de couleur et qui et cette composition, ce mouvement de la peinture qui entoure les personnages et qui concentre le regard donc sur cette relation entre le père et la fille. L'un des aspects également de ce féminin qui serait naturellement à l'œuvre chez Berthe Morisot, c'est cette question. Alors j'ai parlé de la maternité comme sujet, la question des sujets, c'est là aussi la question des espaces représentés. Et il ne vous aura pas échappé que l'œuvre de Berthe Morisot se situe essentiellement soit en intérieur, soit en extérieur, mais dans ce qu'on pourrait appeler de façon plus générale la sphère privée, la sphère domestique. Et cette question donc des espaces représentés et de cette idée de vie familiale et de vie intime, de sphère privée, domine encore aujourd'hui la compréhension, le regard que l'on porte sur l'œuvre de Berthe Morisot. Le but de l'exposition, c'est de montrer que, en effet, Berthe Morisot peint un univers qui est le sien, c'est-à-dire un univers auquel elle a accès en tant que femme de la grande bourgeoisie. Il était évidemment hors de question pour Berthe Morisot d'aller dans des cafés, d'aller dans des cabarets, etc. Et donc elle peint à une époque au XIXe siècle où on a vraiment où les espaces deviennent très, très genrés, très sexués, où effectivement s'affirme la place de la femme au foyer et la sphère publique, la rue, si je puis dire, plutôt masculine, ou avec un accès pour les femmes dites convenables, un accès contrôlé. Donc évidemment, c'est dans ce contexte-là que peint Berthe Morisot. Donc il ne s'agit pas de nier, si vous voulez, les conditions auxquelles une femme artiste doit se plier, se conformer. Et Berthe Morisot n'a pas choisi, en l'occurrence, de transgresser ces règles de bienséance. C'est un choix qu'elle a fait. Pour autant, donc un des buts de l'exposition, c'est de montrer aussi que cette peinture de l'intimité, cette peinture de la sphère domestique fait pleinement partie de l'impressionnisme et de ce qu'on appelle parfois aussi la nouvelle peinture. Et je vous montre ici un portrait d'Edmond Duranty qui écrit donc ce texte qui passe pour le seul texte théorique d'explication, si je puis dire, de l'impressionnisme, texte qui paraît en 1876 à l'occasion de la deuxième exposition impressionniste. Et dans ce texte, Edmond Duranty, en juin, encourage les artistes, à la suite de Baudelaire, qui avait publié Le peintre de la vie moderne en 1863, il encourage donc les artistes à quitter les ateliers, à se libérer
des sujets historiques, mythologiques, religieux, au profit de la représentation du monde tel qu'il est, tel qu'il entoure les artistes, donc au profit de cette représentation de la vie moderne. Alors c'est vrai que Baudelaire, lui, dans son texte, insistait sur la figure du flâneur, et donc une figure essentiellement masculine qui avait accès donc à ce monde de la rue, à ce monde du boulevard, à ce monde des cafés, à ce monde de la prostitution, comme ça a été montré dans une exposition récemment à Orsay. Mais Duranty, lui, articulait bien cette question de la vie moderne, à la fois aux espaces publics, aux nouveaux espaces publics, mais également à la nouvelle façon de vivre chez soi. Il écrivait « Notre existence se passe dans les chambres ou dans la rue ». Et donc Berthe Morisot va effectivement davantage explorer cette existence dans les chambres, dans les intérieurs, plutôt que dans la rue. Mais il n'en reste pas moins donc que cette volonté de représenter une nouvelle intimité bourgeoise et familiale est un élément fondateur de l'impressionnisme dès la fin des années 1860. Et je dirais que à la fois, donc c'est le fruit, c'est un choix de Berthe Morisot, c'est le fruit des circonstances sociales, mais c'est un programme artistique auquel des artistes hommes ont souscrit également. Et pour revenir au berceau, j'aimerais vous montrer deux autres œuvres, cette fois une œuvre de Monet, qui représente son propre fils dans un berceau, non pas avec sa mère, mais avec une nourrice, donc selon une configuration qui rappelle, qui anticipe peut-être ici les partis pris de Berthe Morisot. Donc nous sommes en 1867. Donc vous voyez que ce sujet de la famille, de l'intimité bourgeoise n'est pas propre à une artiste femme, et un artiste comme Degas en livre une version un peu grinçante, en 1886, à travers ce portrait de Madame May près du berceau. Donc à nouveau une femme avec un enfant. Bon, alors on cherche l'enfant. Il s'est beaucoup peinté. Le berceau tient beaucoup de place et les pieds de la maman aussi. Mais bon, ça c'est le parti pris, le regard de Degas. Mais si on s'en tient à cette question du sujet, des espaces représentés, de cette sphère domestique, vous voyez donc que c'est un univers que l'on ne peut pas uniquement comprendre chez Berthe Morisot comme le seul fruit des circonstances, comme ce que disait très joliment, mais peut-être de façon un peu réductrice, Paul Valéry, comme l'écriture d'un journal intime, mais véritablement, ce sont des sujets qu'il faut comprendre et replacer dans cette problématique, dans cette ambition de peindre la vie moderne. Autre élément autour de cette question donc des espaces représentés, de cette sphère domestique. Je vous montre à nouveau à dessin ce très beau tableau de Berthe Morisot, 1871-1872. Il y a cette idée qui est souvent répandue que Berthe Morisot aurait représenté finalement des espaces de confinement, des espaces clos auxquels les femmes de son milieu et ses modèles étaient contraints. Donc j'ai déjà dit que c'était en partie vrai, en partie à nuancer. Et donc je commence de façon un peu paradoxale par un espace ouvert, mais il est vrai ici que l'accès à la ville passe, dans ce tableau, on est encore dans un espace en partie privé, puisque on est sur la terrasse de la maison familiale. Mais ce qui m'intéresse, ce que j'ai trouvé intéressant, et l'axe de l'exposition, c'est véritablement de montrer que Berthe Morisot s'est intéressée aussi à ces espaces, à ces moments de transition, à ces espaces liminaires, si je puis dire, entre l'intérieur et l'extérieur, et qu'on ne peut pas limiter le regard porté sur son œuvre à ces questions d'usages sociaux, et qu'elle a fait de cette question du confinement, si je puis dire, un élément, un dispositif pictural, un élément de construction et de mise en abîme de la peinture tout à fait intéressant. Et là encore, Berthe Morisot a cherché parfois à renverser les rôles de façon ponctuelle, j'en conviens, mais je ne pouvais pas résister au plaisir de revenir sur l'un des chefs-d'œuvre de l'œuvre de Berthe Morisot, ce portrait de son mari, Eugène Manet, sur l'île de Wight en 1875. Donc on est sur cette île anglaise très, très à la mode. Eugène et Berthe sont en lune de miel, en voyage de noces. Eugène
pose pour Berthe Morisot. Il est un modèle beaucoup moins conciliant que ses sœurs. Berthe Morisot se plaint de gêne, qui s'impatiente beaucoup quand il s'agit de poser. Mais ce qui m'intéresse de l'anecdote dans ce tableau assez modeste en dimension, mais très monumental par sa composition, c'est justement l'inversion, premièrement, du dispositif, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la femme à l'intérieur qui regarde l'extérieur, comme on avait dans ce très beau tableau intérieur, où effectivement on a cette séparation et cette sphère publique qui semble ce spectacle de la rue que l'on voit depuis le cocon protecteur de l'intérieur. Ici, vous voyez que le dispositif est inversé. La femme et l'enfant sont à l'extérieur, sur le port. Le mari est à l'intérieur, protégé, séparé de l'extérieur par ce jeu d'écran et qui contribue évidemment à la construction du tableau et à sa force plastique. Donc à la fois les effets de transparence des rideaux, de cadrage-recadrage qui sont introduits par le motif de la fenêtre, le motif de la barrière, mais aussi ce jeu entre intérieur et extérieur qui est introduit par le motif des fleurs et qu'on retrouve dans d'autres tableaux plus tardifs, comme ce très beau après le déjeuner, où vous voyez donc cette exploration de ces espaces liminaires, de ces fenêtres, de ces beaux windows, de ces vérandas, qui sont par ailleurs, qui deviennent de plus en plus à la mode, qui se développent dans l'architecture privée. Donc là encore, Berthe Morisot enregistre, si je puis dire, des intérieurs modernes, une nouvelle façon de vivre, d'être chez soi. Et dans ce tableau, elle joue de l'ambiguïté entre intérieur et extérieur. J'ajouterais aussi, dans cette très belle composition, où le fond végétal devient presque comme une tapisserie, comme un fond décoratif, j'ajouterais aussi qu'il faut nuancer cette idée de confinement ou de claustration de la figure féminine par rapport à la sphère publique, en disant que souvent, quand on a bien y regardé, ces espaces extérieurs qui s'interpénètrent avec l'intérieur ne sont pas des espaces qui étaient inaccessibles au modèle ou inaccessibles à Berthe Morisot, puisque dans le cas présent, et bien souvent, il s'agissait de jardins privés, donc des espaces auxquels elle avait tout à fait accès. Donc là, il faut un petit peu nuancer les lectures que l'on apporte souvent sur ces tableaux. Et juste une aparté au sujet de ce tableau qui est un des chefs-d'œuvre de l'artiste, qui est un format monumental dans l'œuvre de Berthe Morisot, qui était plutôt une adepte des formats petits ou moyens. C'est une œuvre que je n'avais jamais réussi à retrouver quand on avait préparé l'exposition en 2002 à Lille et à la Fondation Pierre Gianada, que l'on a finalement retrouvée pour cette exposition, qui n'a jamais été exposée en France depuis la fin du 19e siècle, donc qui revient pour la première fois à Paris, que Berthe Morisot avait montré à l'exposition impressionniste de 1882. Donc j'ai moins insisté au cours de cette conférence sur cet aspect, mais évidemment cette volonté de renouveler le regard, elle passe par la construction d'expositions, par les enjeux par les enjeux que je partage avec vous, mais également par la mise en valeur, par la mise en avant d'un certain nombre d'œuvres qui n'ont jamais été exposées au public ou qui ont été retrouvées. Donc après le déjeuner en fait partie, mais il y a entre 5 et 10 peintures, enfin au moins 5 qui n'avaient jamais été montrées en France et d'autres qui sont très très rares. Donc ça fait partie aussi, à mon sens, de cet enrichissement du regard et de cette modification du regard à laquelle cette exposition appelle, que recherche cette exposition. Donc toujours pour ces questions d'espace, vous voyez cette interpénétration, ces échanges entre intérieur et extérieur qui permettent à Berthe Morisot de renouveler complètement les règles de construction d'un tableau. Vous voyez ici les fleurs qui arrivent au premier plan, sont-elles sur le balcon, sont-elles dans l'intérieur? Enfin, on a véritablement une porosité. On brouille, en fait, Berthe Morisot à escient, en fait, à dessein, de façon tout à fait délibérée, cherche à brouiller nos repères spatiaux traditionnels. Elle ne respecte pas, elle ne met les règles de perspective habituelles. Au lieu d'ouvrir, au lieu de construire son tableau avec une ouverture à l'arrière-plan, elle le ferme. Et en même temps, donc, elle fait rentrer des éléments de l'extérieur dans cet appartement, au point qu'on est un petit peu perdu. Et le pinceau traite de la même façon, on y reviendra dans quelques instants, la figure et le fond et les motifs décoratifs qui composent ce tableau qui lui aussi est un tableau de grand format.
Finalement, à travers ce thème de la fenêtre, Berthe Morisot revient aussi sur un des grands thèmes, un des grands sujets de la peinture, qui est le tableau conçu comme une fenêtre ouverte sur l'extérieur, et c'était la définition depuis la Renaissance, depuis Alberti, de la peinture, hein, comme ouverture sur l'extérieur, et c'est bien aussi la définition de la peinture impressionniste, donc de s'ouvrir sur ce plein air, sur ces couleurs, sur cette lumière, sur l'extérieur, par opposition au monde clos de l'atelier. Donc on peut voir aussi dans ce thème une métaphore de l'acte de voir et de l'acte de peindre chez Berthe Morisot. Je finirai avec un troisième point, un troisième axe autour de cette question du féminin que l'on a voulu réinterroger au fil de l'exposition, avec en traitant de façon un tout petit peu plus précise aujourd'hui, comme nous l'avons fait dans l'exposition, l'idée du fini et du non fini qui domine, qui traverse toute l'œuvre de Berthe Morisot, qui ne fait plus que traverser, qui définit même l'impressionnisme lui-même, hein, puisque le terme d'impression vient justement de cette question du non-fini. Une impression, c'est dans le vocabulaire du 19e siècle, c'est une ébauche, c'est ce que livre un artiste dans un premier élan. Et donc cette impression, une impression, s'oppose à un tableau fini dans le vocabulaire artistique du 19e siècle. Et en disant que les artistes impressionnistes, qu'on qualifie impressionnistes, étaient impressionnistes, la critique voulait dire que c'était des artistes qui se contentaient d'une impression, donc d'une ébauche. Et s'il y a une peintre qui va pousser cette notion, cette exploration, cette force de l'ébauche et les frontières du fini et du non-fini, peut-être est-elle d'ailleurs la plus radicale dans ce domaine du groupe impressionniste, c'est bien Berthe Morisot. Et j'ai voulu que l'exposition accorde une large place à cet aspect de son œuvre pour également une raison liée à sa réception, à la perception qu'on avait de la peinture de Berthe Morisot, où on lit souvent, donc dès le 19e siècle, de son vivant, et ça a perduré tout au long du 20e siècle, on lit souvent que la peinture de Berthe Morisot, c'est une peinture délicate, raffinée, élégante, ce qui peut être le cas, on peut être élégant et raffiné, mais ce qui frappe, c'est que ce sont évidemment des qualités que l'on jugeait comme étant féminines, et donc on accorde à Berthe Morisot, à sa peinture, des qualités qui sont davantage liées à son statut de femme qu'à sa peinture, à mon sens. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le Parisien, ou je ne sais plus dans quel article on parle de sauvagerie, en fait, et sans peut-être aller jusque-là, je parlerai d'énergie et de radicalité et d'expérimentation dans ce domaine du fini et du non-fini. Donc je vous montre quelques exemples, quelques-unes de ces modalités qui traversent toute l'œuvre de Berthe Morisot. On a consacré une salle, mais on aurait pu consacrer l'intégralité de l'exposition à ce sujet. Ce non-fini, cette recherche de la rapidité du geste, de l'énergie de la touche, elle devient de plus en plus manifeste au fil des années 1870. Et je vous montre ici une marine, donc peinte sur l'île de Wight, qui est une marine où cette écriture très rapide est à l'œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un tableau que Berthe Morisot, enfin c'est celui-ci ou l'autre version aussi qui est dans l'exposition, on a encore un doute à ce sujet, ce sont des œuvres que Berthe Morisot va montrer au public. Donc, ce qui était acceptable dans le cadre de l'atelier, l'ébauche, l'impression, avec les impressionnistes, sort de l'atelier pour devenir une œuvre finie que l'artiste décrète complète et donc juge suffisamment aboutie pour être partagée avec un public. Et donc c'est bien l'un des enjeux de l'œuvre de Berthe Morisot. Un autre aspect, donc on a parlé de cette rapidité de la touche, un autre aspect dans l'œuvre de Berthe Morisot, c'est de montrer, de mettre en évidence les traces du travail en train de se faire et donc d'affirmer en quelque sorte la subjectivité de l'artiste. Et donc pour ce tableau, elle exposera cette œuvre en 1880 et elle laisse visible en bas à gauche, donc en bas du modèle vêtu en bleu foncé,
des traces du bouchon de liège que les artistes punaisaient et que Berthe Morisot a punaisé aux 4 coins de la composition pour pouvoir transporter le tableau qu'elle avait commencé sur le motif. La peinture n'était pas encore sèche, pour pouvoir le transporter sans que la peinture colle à un autre tableau ou à quelque chose d'autre. Et donc elle conserve de façon tout à fait délibérée les traces de la mise en œuvre de la peinture. Elle ne cherche pas à masquer l'œuvre en train de se faire et les modalités d'exécution de la peinture. Autre aspect de cette exploration très radicale du fini et du non-fini chez Berthe Morisot, et donc de cette vigueur plutôt que de cette douceur qui lui a souvent été attachée. Voici ce tableau, donc Été, Été, c'est le titre qu'avait originellement donné Berthe Morisot à cette œuvre quand elle l'a montrée en 1880. Donc encore une fois, une œuvre qui a été soumise à l'appréciation du public et qui se caractérise par cette touche en zigzag très dynamique, très mouvante, très mobile, très caractéristique de Berthe Morisot dans les années 1870, début des années 1880. Le caractère aussi très allusif de la touche, j'y reviendrai, mais également, comme vous le voyez peut-être et comme vous le verrez mieux dans l'exposition, donc au centre de la robe, sous le jabot, un effet une zone assez étrange qui déroute un petit peu quand on regarde bien l'œuvre et qui est en fait une zone que Berthe Morisot a grattée avec un couteau et qu'elle a partiellement, qu'elle a laissé visible et qu'elle a juste tout simplement partiellement recouvert de quelques touches de peinture. Et donc à travers ce grattage qui était un repenti où elle a enlevé de la matière, elle en rajoute un petit peu, mais elle nous montre également, elle crée des effets de texture, des effets visuels à partir du geste même. Elle affirme la gestualité de l'artiste au cœur de sa peinture. Donc c'est une exploration, une expérimentation très radicale qui à mon avis, apporte des éléments tout à fait neufs à la peinture impressionniste dans les années 1870, début des années 1880. Et donc j'insisterai sur cette question en comparant 2 œuvres qui sont dans l'exposition et en vous montrant, donc ce sont des œuvres qui ont été pour la plupart montrées, enfin pour certaines, pardon, montrées au public, même s'il est difficile pour nous aujourd'hui parfois de le savoir avec précision. Et pour vous inviter à regarder de façon peut-être un petit peu différente ces tableaux, je vous montre ici un tableau, donc La Blanchisseuse, 1881, qui a été montré à l'exposition impressionniste de 1882, où vous voyez donc cette matière, ce geste très esquissé, ce non fini à l'œuvre chez Berthe Morisot, qui est d'autant plus visible ici que les pourtours de la toile, de façon assez caractéristique, ne sont pas recouverts par Berthe Morisot, et la tonalité orange s'explique parce qu'on est à même la toile, en fait. Elle a utilisé une toile sans peindre, sans couche de préparation. En général, il y a la toile, une couche de préparation, puis la peinture. Donc là, la peinture est appliquée à même la toile. Vous voyez que cette toile est visible sur le pourtour. Elle est aussi visible par transparence dans les linges et à travers le feuillage. Et donc Berthe Morisot joue vraiment du support pour construire, pour mettre en place son tableau. Et donc ce tableau, qui est d'un format assez réduit, 46 par 67, a été jugé digne d'être exposé. Il a même été vendu par Durand-Ruel, qui l'a montré à Londres, à New York. Donc ça fait un des tableaux, puisque Berthe Morisot a assez peu, a exposé, mais elle a une carrière assez courte, qui en fait un des tableaux les plus exposés, les plus souvent exposés de son vivant. À côté, un tableau tout à fait contemporain, 1881, qui était prévu à un moment donné pour l'exposition impressionniste de 1882, mais que Berthe Morisot et son mari, Eugène, décident de ne pas montrer parce que, je cite Eugène, le tableau n'est pas assez fait, c'est-à-dire n'est pas assez fini. Donc vous voyez que cette notion de fini et de non fini est tout à fait laissée à la libre appréciation de l'artiste. Et c'est sur cette idée de libre appréciation de l'artiste, d'affirmation d'une personnalité artistique et d'une subjectivité artistique, indépendamment donc
de la question du féminin que j'aimerais conclure cette conférence avec ce magnifique autoportrait de 1885, où vous retrouvez en quelque sorte un petit peu tous les sujets que j'ai évoqués au cours de cette conférence. Donc un des rares autoportraits de Berthe Morisot, où elle se montre au travail, c'est-à-dire comme une artiste, mais avec toute la détermination à la fois dans le regard et dans le geste, ce qui est encore plus important, dans le geste de peindre, toute la détermination, toute la persévérance qui ont été la sienne tout au long de sa carrière, donc détermination à se libérer des règles établies, et là vous le voyez, c'est très frappant à travers cette question le caractère très, très inachevé, délibérément inachevé du tableau le montre. Vous voyez que Berthe Morisot n'est pas dans la description, elle est dans la suggestion, et elle nous montre, par exemple, quelques coups de pinceau suffisent à mettre en place le pinceau et le chevalet. Elle se montre sans après, dans toute sa vérité de femme et dans toute sa vérité d'artiste, et cet autoportrait me semble résonner avec l'une des plus belles phrases de Berthe Morisot qui est dans l'exposition, et un collègue m'a dit qu'on aurait dû la mettre à l'entrée de l'exposition, et qui résume aussi le propos et l'ambition de cette exposition. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un homme traitant une femme d'égal à égal, et c'est tout ce que j'aurais demandé, car je sais que je les vaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.